Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être en Israël parmi vous. Je remercie les organisateurs. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de participer, de prendre part à cette conférence importante, bien que le sujet n'est pas dans mes centres d'intérêt en général. Je suis économiste, quantitativiste. Je vais essayer d'y contribuer un peu de l'extérieur et je crois que le point de vue extérieur est toujours enrichissant pour un domaine quel qu'il soit. Beaucoup de monde extérieur a contribué, extérieur à l'économie, a contribué au développement de l'économie. Le père fondateur était un philosophe. Il y a eu beaucoup de scientifiques, des médecins qui ont contribué au développement de la science économique. Et donc, c'est toujours important d'avoir un point de vue de l'extérieur pour regarder un domaine où on n'est pas nécessairement à l'aise. Le droit, le titre de ma contribution, c'est « Droit, éthique et économie ». J'essaye d'analyser la relation entre le droit et l'éthique, entre l'éthique et l'économie, entre le droit et l'économie. Nous savons bien que le droit et l'éthique poursuivent tous les deux un seul et même objectif, à savoir l'accomplissement de la justice, l'atteinte de la vérité. Et après Platon, je considère que justice, vérité et bien désignent la même chose. Même chose. Le droit n'a pas d'autre fondement, du moins tout au long de l'histoire et avant la révolution industrielle et le développement de l'économie moderne, n'a pas d'autre fondement que l'éthique et la morale, plus ou moins adoptée par les religions abrahamiques qui concernent une grande partie de l'humanité. Depuis la révolution industrielle et le développement de l'économie et du politique dans le cadre d'États-nations, ce développement de l'économie et du politique a été introduit dans l'éthique pour que l'éthique les prenne en considération dans la mesure où on a intégré le progrès et le développement économique et les exigences du progrès et du développement économique qui ne vont pas toujours de pair avec l'éthique, du moins l'éthique avant la révolution industrielle. Alors, en économie, pour atteindre le bien qui est désiré, on accepte de passer par le mal. Et cela, on le trouve dans les fondements philosophiques même de l'économie. Le fondateur sur le plan philosophique du libéralisme, Adam Smith, je ne dirais pas qu'il fait l'éloge du vice, l'égoïsme, mais il considère qu'il faut se baser, il faut s'adresser à l'égoïsme des êtres humains pour obtenir l'ordre social qui est désiré. Je reviendrai sur ces questions. Alors, l'économie à elle seule n'est pas la seule à avoir fait plier l'éthique. D'autres facteurs, d'autres événements importants dans l'histoire de l'humanité ont poussé l'éthique à évoluer, si bien qu'il est possible de parler d'éthique avant la révolution industrielle et l'éthique après la révolution industrielle, ça c'est l'économie, mais on peut parler aussi d'une éthique avant la Shoah, avant l'Holocauste, et d'une éthique après l'Holocauste également. Alors, pour
analyser cette relation, l'éthique étant le fondement du droit, j'essaie de voir si, avec cette évolution de l'éthique à travers l'histoire et sous l'effet d'événements exceptionnels dans l'histoire de l'humanité, si on a une éthique qui est codifiée par des normes juridiques, qui est cohérente et surtout qui est complète au sens de Gödel. Le théorème de Gödel que je viens d'évoquer n'a en fait rien à voir avec le droit. Ce n'est pour nous qu'une métaphore ou un guide de réflexion pour traiter de la relation qui nous intéresse ici, à savoir la relation entre le droit et l'éthique. Mais nous ne pouvons pas évoquer le théorème de Gödel sans dire en quoi il consiste, parce que je pense que c'est un théorème en mathématiques et en logique qui est très important et que j'applique au droit ou à toute théorie d'ailleurs. Je sais que les conditions d'application de ce théorème ne sont pas remplies en droit, mais je vais faire semblant. Le seul droit qui est fondé sur l'éthique directement, c'est un peu le droit pénal et le droit civil. Quant au droit procédural ou la procédure, elle s'apparente à un système formel auquel on peut absolument appliquer le théorème de Gödel. Alors, le grand mathématicien tchèque naturalisé américain Kurt Gödel, 1906-1978, a démontré dans un article célèbre en 1931 que tout système axiomatique contenant la théorie des nombres est incomplet. Ce théorème a provoqué en logique et en philosophie des mathématiques, concernant le fondement des mathématiques, il a provoqué un retentissement énorme et un chamboulement même, y compris en droit. Même si le droit n'est pas un système formel comme l'arithmétique, auquel s'applique directement le théorème de Gödel, n'est pas un système formel, n'est pas axiomatique et n'est pas calculable ou computable. Le théorème de Gödel contient en fait deux résultats. Dans tout système formel consistant, cohérent, contenant une théorie des nombres finitaires relativement développée, il existe des propositions indécidables qu'on ne peut pas décider, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles ne sont pas vraies. Et la cohérence d'un tel système ne saurait être démontrée à l'intérieur de ce système. Alors tout est parti avec la géométrie d'Euclide et le cinquième axiome. Et le cinquième axiome d'Euclide qui dit que par un point passe une seule droite parallèle à une droite donnée. Alors ce théorème, à travers les siècles, on a essayé de le démontrer en partant des autres axiomes de la géométrie d'Euclide. On n'y est pas parvenu. Cela a donné lieu à la géométrie de Riemann et à de Lobavitch, d'autres géométries qui ne considèrent pas nécessairement qui ne considèrent pas que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, pour résumer. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il existe une infinité de droites qui passent par un point et qui sont parallèles à une droite, ou au contraire qu'il n'existe aucune droite. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces problèmes qui ont été à l'origine de révolutions dans les mathématiques et qui ont conduit à des géométries multiples. Et le théorème de Gödel est allé dans ce sens au XXe siècle
pour montrer qu'on ne peut pas montrer la véracité de toutes les règles, de tous les théorèmes dans un système formel calculable. Donc le théorème de Gödel est relatif à la théorie des nombres et on est loin du droit, mais on peut considérer que le droit est aussi un système formel où chaque règle est déduite et dérivée, démontrée par d'autres règles dans le système juridique, et cela est valable surtout pour le droit procédural, alors que pour le droit pénal et pour le droit civil, c'est juste des principes, des axiomes de l'éthique qui sont codifiés directement en normes juridiques d'interdits et de ce qui est permis. Et évidemment, le droit, en plus de cela, prévoit une sanction pour celui qui viole une norme juridique. Alors, existe-t-il en droit des axiomes qu'on ne peut pas décider, c'est-à-dire indécidables, ou qu'on ne peut pas démontrer? Les autres règles de droit sont-elles logiquement démontrées en partant des axiomes? Nous considérons qu'une règle déduite logiquement d'autres règles établies est vraie. Alors, peut-on ainsi démontrer logiquement toutes les règles de droit à partir d'autres règles de droit et de certains axiomes juridiques indécidables pour en déduire que le système de droit est incomplet? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des principes de droit qui codifient des principes d'éthique. Tu ne tueras point dans la Bible. Là, c'est un principe qu'on ne peut pas démontrer avec d'autres règles. C'est un principe, on y croit ou on n'y croit pas. Donc, le système de droit est nécessairement incomplet. Et en plus, avec l'évolution de l'éthique, on est arrivé à des éthiques différentes à travers l'histoire et qui entrent en contradiction. Et donc, on peut dire que le système juridique est lui-même incohérent ou inconsistant, si on veut reprendre l'anglais. Donc, la suite de mon article, surtout de la première section, s'attache à montrer que le droit est incomplet au sens de Gödel, et en plus, il est inconsistant ou incohérent dans la mesure où vous avez des règles qui ne peuvent pas être conciliées. Par exemple, je donne un exemple très simple. Tu ne tueras point, il y a l'exception qu'on peut tuer pour empêcher d'être tué. Et là, on est dans une contradiction des principes, sans parler de la contradiction qui existe entre la liberté et l'égalité. Alors, l'éthique, c'est le fondement du droit, et surtout pour le droit civil et le droit pénal. Quant au droit procédural, il s'apparente à un système formel où le théorème de Gödel s'applique davantage. Je veux parler aussi de l'éthique après la Shoah. J'ai consulté une encyclopédie sur The Oxford Handbook of Jewish Ethics and Morality, qui montre comment est-ce que la Shoah ou l'Holocauste a débouché sur une nouvelle éthique, avant de parler de l'économie et de ses effets sur l'éthique. Alors, pour résumer, c'est 8 points pour l'éthique après la Shoah. Il faut survivre, il faut perpétuer la mémoire de ce qui est arrivé, il faut survivre en tant que juif, il faut placer la barre morale haute de sorte que les gens soient censés être actifs ou des acteurs et non des gens passifs ou des spectateurs face au mal.
Il faut recréer des relations avec les gens et les peuples d'autres croyances ou confessions. Il faut combattre le génocide et la discrimination. Il faut définir et exiger des normes humaines pour la recherche médicale. Il faut apprendre comment atteindre la justice et la réconciliation après les atrocités génocidaires. Alors, survivre, perpétuer la mémoire et agir contre le mal, ainsi que la recherche de la justice et la réconciliation, ne pouvaient pas être que des normes morales post-Holocauste. En revanche, l'ouverture sur les autres cultures et les autres religions que le judaïsme, c'est-à-dire l'acceptation de la multiplicité des accès à la divinité, c'est largement une implication de la Shoah. Cette norme de multiplicité des accès à la divinité n'est cependant pas entièrement nouvelle ou postérieure à la Shoah. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les écrits du rabbin originaire de Fès, Eli Ibn Mouzir, vers 1900 à Livourne en Italie, pour se convaincre de la multiplicité des accès à la divinité. L'une des leçons que tout un chacun devrait tirer du génocide et des atrocités des nazis pour permettre d'éviter que cela ne se reproduise est qu'il nous semble nécessaire de rejeter le relativisme moral. Nous pensons qu'il y a des normes morales absolument supérieures aux autres et que toute l'humanité devrait s'y conformer. Il ne s'agit pas de rejeter le relativisme des pratiques culturelles, au contraire, mais il est question de combattre le relativisme des valeurs culturelles, les valeurs et non pas les pratiques. Les valeurs de liberté, d'égalité en droit, de démocratie sont des valeurs qu'il convient de placer au-dessus de toutes les normes. L'égalité des hommes et des femmes ne saurait souffrir quelque exception ou quelque excuse. Il nous est intolérable de considérer que la culture des mollahs d'Iran ou d'Afghanistan, des talibans d'Afghanistan, ou même de Poutine ou d'Erdogan, ont la même valeur que la culture d'égalité, de liberté et de diversité. Il y a bien une hiérarchie des valeurs, quand bien même nous pouvons accepter de relativiser les pratiques culturelles et qui ne sauraient contredire les valeurs supérieures. J'arrive à l'éthique et l'économie. L'éthique est fondée sur le droit. L'éthique fonde le droit, mais pas tout le droit. L'économie moderne et le besoin de croissance et de développement économique ont leurs exigences non couvertes ou non assurées par les normes éthiques pré-industrielles. Une partie du droit administratif, du droit positif d'abord, traduisant ces exigences, est venue compléter le droit traditionnel, sans parler des implications de l'évolution même de l'éthique vers plus de liberté et de droits fondamentaux. L'économie privilégie la compétition et la concurrence par rapport à la coopération. Or, l'éthique traditionnelle, c'était la coopération beaucoup plus que la compétition. Elle privilégie l'égoïsme par rapport à l'altruisme. Cette éthique économique définit le bien comme étant l'intérêt collectif. Selon la fable des abeilles de l'écrivain britannique et hollandais d'origine française Bernard de Mandeville, 1670-1733, c'est lorsque les individus poursuivent leurs intérêts propres en satisfaisant leurs égoïsmes, comme les abeilles agissent selon leur seul instinct, que l'intérêt collectif se réalise, comme la fabrication du miel par les abeilles. Cette fable des abeilles est adoptée dans le cas social par le père de l'économie politique, l'Écossais Adam Smith, 1723-1790, dans La richesse des nations, écrite en 1776. Il y recommande que chacun agisse selon son intérêt propre. Il affirme qu'une main invisible,
main invisible du marché, est là pour transformer ces vices individuels en vertus collectives. L'équilibre social et l'intérêt collectif, c'est-à-dire la richesse pour tous. Chacun est donc autorisé à faire et même tenu de faire du mal pour que le bien collectif en résulte. Adam Smith écrit en effet dans La richesse des nations ce qui suit et qui a eu un grand retentissement. Ce n'est point de l'affection du boucher, du brasseur, du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de l'attachement qu'ils ont à leur intérêt personnel. Ce n'est point à leur humanité, mais à leur amour propre que nous nous adressons. Et nous ne leur parlons jamais de nos besoins, mais de leur avantage. À la vérité, l'intention du boucher en général n'est pas en cela de servir l'intérêt public. Et il ne sait même pas à quel point il peut être utile à la société. Il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Alors j'ai les citations en anglais, je les ai tirées directement de La richesse des nations en anglais. Bon, on n'a pas le temps pour revenir là-dessus. C'est là un argument puissant en faveur du laisser-faire, laisser-passer, prôné comme principe de droit naturel par les physiocrates dont le chef de file était le médecin du roi François Quesnay, que Adam Smith avait rencontré à Paris après un long périple au sud de la France en compagnie de son élève aristocrate que lui avait confié le chancelier de l'échiquier Townshend. Dans son économie du bien et du mal, Thomas Sedlacek nous rappelle que Smith avait tenu une position morale différente en 1759 dans sa théorie des sentiments moraux. C'est avant d'écrire La richesse des nations en 1776. Adam Smith, comme philosophe, avait écrit La théorie des sentiments moraux, où il avait écrit « Si égoïste l'homme puisse-t-il être supposé, sa nature contient évidemment certains principes qui font qu'il s'intéresse au sort d'autrui et que le bonheur de ce dernier lui est nécessaire, même s'il ne lui apporte rien d'autre que le plaisir de le contempler. » En fait, ce que Smith fait, c'est qu'il ne considère pas que l'égoïsme est un vice. L'égoïsme est plutôt une vertu, c'est comme ça qu'il s'arrange. Donc, en fait, il est plus radical que Mandeville. Alors, ce principe, cet axiome de laisser passer, laisser faire, suppose la libre entreprise, la libre initiative, le libre-échange, concurrence loyale et donc lutte contre les ententes, les cartels, la concentration, le monopole et contre l'abus de position dominante. C'est là la mise en œuvre des principes de liberté économique. Évidemment, la liberté conduit à l'inégalité. Or, l'éthique nous dit qu'il faut la liberté, il faut l'égalité. Et donc, il y a une contradiction même au sein de l'éthique. Et évidemment, cette contradiction se retrouve dans le droit, puisque le droit est tenu de tenir compte et de l'éthique traditionnelle et des exigences du progrès économique et du développement. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je suis obligé de sauter des passages. Alors, l'éthique étant contradictoire de nature,
J'ai déjà parlé de l'éthique pré-industrielle et l'éthique post-industrielle dictée par l'économie et le politique, et de l'éthique avant la Shoah et l'éthique après la Shoah. Ça fait de l'éthique un système qui est incohérent, inconsistant et évidemment contradictoire. Et en plus, nous avons en économie l'intérêt à court terme et l'intérêt à long terme. Et en plus, l'intérêt collectif, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est la moyenne des intérêts? Surtout que très souvent en économie, on a un jeu à somme nulle et que le prix qu'on paye est en fait une double face. C'est un coût pour celui qui achète la chose et c'est un revenu pour celui qui la vend. Alors, est-ce qu'on va aller dans le sens de l'intérêt de celui qui vend et donc maximiser le prix, ou est-ce qu'il faut aller dans le sens de celui qui achète et donc il faut minimiser le prix et donc aller vers le minimum? Alors, où est l'intérêt qui est général? La religion a parlé de juste prix, mais en fait, ce juste prix, il est extrêmement difficile à déterminer. Donc, il y a contradiction entre les intérêts des individus, d'un individu à l'autre. Il y a contradiction avec l'intérêt collectif, et qu'est-ce que c'est d'ailleurs? On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Vous savez qu'une moyenne, c'est lorsqu'on somme les valeurs des uns et des autres et qu'on divise par le nombre d'individus. Alors, ça veut dire qu'on ne mesure pas les inégalités entre les individus et que c'est une construction théorique abstraite, qui est utile pour avoir une idée de la grandeur d'ensemble, mais qui ne nous renseigne aucunement sur les inégalités qui existent. Alors, en conclusion, le droit ne justifie pas le droit, il ne le justifie qu'en matière de procédure. La question de sa complétude ou non est une question dénuée de sens, dans la mesure où le droit n'est pas un système formel et calculable. Le droit se fonde sur les principes moraux de bien et de mal, qu'il traduit en règles juridiques d'interdiction et d'obligation. Par ailleurs, les notions de bien et de mal ont évolué à travers l'histoire et ont connu une révolution radicale avec la Renaissance et les Lumières. L'éthique antérieure s'en trouve contredite sur plusieurs aspects. On n'a pas le temps de revenir sur les contradictions qui existent entre l'éthique d'aujourd'hui après les Lumières et l'éthique d'avant les Lumières. La modernité a connu la constitution d'États-nations et la révolution industrielle a introduit la notion de progrès économique dont les principes d'organisation et exigences ne correspondent pas toujours à notre sens d'éthique. Prendre en charge toute cette éthique contradictoire ne peut aboutir qu'à un droit positif nécessairement contradictoire et incohérent. Le droit est donc incomplet et incohérent. Cependant, les notions de bien et de mal ne suffisent pas pour faire société, alors que le droit est une nécessité absolue pour toute collectivité. Je vous remercie.